Bienvenue dans le second épisode de Mind Your Business, notre série consacrée à l'auto-entrepreneuriat en France. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré les motivations qui poussent à choisir le statut d'auto-entrepreneur, notamment le désir d'autonomie et de flexibilité dans la gestion du temps et des projets. Mais l'auto-entrepreneuriat offre des parcours variés. Pour certains, c'est un tremplin vers le succès, tandis que d'autres peinent à stabiliser leurs revenus. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la question cruciale de la pérennisation des activités auto-entrepreneuriales. « 4 988 €. C'est le chiffre d'affaires trimestriel moyen d'un auto-entrepreneur en 2023 selon l'URSSAF. Un chiffre qui fait rêver, peut-être. Mais derrière cette moyenne se cache une réalité plus contrastée. Près d'un auto-entrepreneur sur deux ne déclare aucun revenu. Mais qu'est-ce qui permet d'assurer la pérennisation d'une activité auto-entrepreneuriale face aux défis financiers et administratifs ? C'est la question que nous allons explorer dans cet épisode. On va donner la parole à ceux qui en font l'expérience chaque jour, des auto-entrepreneurs qui vont nous raconter leurs expériences, leurs réussites, mais aussi leurs galères. Pour notre première thématique, nous allons aborder une question importante pour tout auto-entrepreneur, les revenus et la stabilité financière. Générer des revenus suffisants et stables est souvent un défi. En 2022, un micro-entrepreneur sur 4, en ne comptabilisant pas ceux qui ont un revenu nul, gagne moins de 90 € par mois et 1 sur 10 plus de 1 750 €, d'après une étude de l'INSEE publiée en 2023. Perlani va nous éclairer sur ce sujet. Merci Marion. Ce sont des chiffres qui illustrent parfaitement le paradoxe de l'auto-entrepreneuriat. Effectivement, assurer des revenus stables est un enjeu majeur pour les auto-entrepreneurs, surtout lorsque l'activité est leur principale source de revenus. Cette réalité est bien illustrée par le témoignage de Geoffroy, 40 ans, chasseur de talent. J'ai pas encore égalé les salaires que j'avais quand je travaillais en tant que salarié. Donc du coup, même si j'ai pas forcément besoin d'arriver au même niveau, aujourd'hui je me paye pas suffisamment à mes yeux, donc je suis pas satisfait. Le témoignage de Geoffroy montre bien que la transition vers l'auto-entrepreneuriat s'accompagne souvent d'une baisse initiale des revenus. Pour faire face à cette baisse, certains auto-entrepreneurs exercent une autre activité, généralement un emploi salarié, jusqu'à ce que l'activité d'auto-entrepreneur atteigne une rentabilité suffisante. C'est le cas de Caroline, psychothérapeute de 51 ans. C'était une activité qui partait de zéro, donc j'avais aucun revenu par rapport qui venait de cette activité. Donc heureusement que j'avais... Aujourd'hui, si je devais le refaire, je le ferais en parallèle d'une activité fixe. D'accord. C'est une approche qui permet de sécuriser un revenu stable tout en développant progressivement l'activité d'auto-entrepreneur. Selon les chiffres de l'URSSAF de 2022, le revenu trimestriel moyen des auto-entrepreneurs sur un an a augmenté de 4,1% par rapport à 2021, atteignant 4 955 €. Ces témoignages montrent bien que générer des revenus stables n'est pas chose aisée. Perlani, même si le revenu moyen a augmenté de 4,1% en 2022 selon l'URSSAF, est-ce que les auto-entrepreneurs interrogés ont cette augmentation ? Malheureusement, cette augmentation n'arrive pas à tout le monde. Malgré tout, certains ont réussi à faire évoluer leurs revenus. Mais nous ne pouvons pas vraiment compter combien de pourcentage ils gagnent par rapport à l'année précédente parce qu'ils ne disent pas explicitement le nombre. D'accord. Et les auto-entrepreneurs font face à d'autres défis, n'est-ce pas ? Tout à fait, Marion. L'un des plus grands casse-têtes, c'est la fixation des tarifs. Comment rester compétitif tout en assurant sa rentabilité ? Une question d'autant plus épineuse en période d'inflation. Fachri, illustrateur de 29 ans, a été confronté à cette situation. Avec l'inflation, ils ne sont pas là pour accommoder les changements dans le prix. En fait. Par exemple, dans le SMIC, il y a 3% d'augmentation par an. Alors que moi, par exemple, il y a un client avec qui j'ai travaillé depuis longtemps, mais j'ai demandé une augmentation dans le forfait, dans la rémunération, mais ils disent non. Que je trouve
qui est un peu dommage parce que si tout monte en termes de prix, il faut que j'ai aussi... déjà, si le salaire monte, moi, en tant que... Je ne suis pas salarié, mais c'est comme si c'était mon salaire, donc il faut avoir aussi le même traitement, quoi. Un autre défi auquel les auto-entrepreneurs font face concerne la relation qu'ils entretiennent avec leurs clients. Cela peut parfois inciter certains clients à espérer payer moins, voire à ne pas payer du tout, simplement parce qu'ils connaissent l'auto-entrepreneur ou qu'ils sous-estiment la valeur de son travail. C'est tout, pâtissière de 22 ans, a partagé son expérience à ce sujet. Des fournisseurs, non. Des clients, ça peut arriver. Il y a toujours ce principe de « Ah mais comme je te connais et tout, tu me payes, je vais pas te payer ou alors je te paye très peu. » Ou c'est que de la pâtisserie, donc ça vaut pas le prix. Généralement, j'ai pas des tarifs élevés par rapport à, on va dire, à tout le monde. Et en fait, c'est vraiment le fait de... certaines personnes ont cette confiance de dire « Bah, mais je la connais, elle va pas me payer, c'est la voisine ou c'est la fille de un tel et tout. » Et c'est vraiment un problème. Et malgré les efforts des auto-entrepreneurs comme C'est tout, plus de 494 000 défaillances d'auto-entreprises ont été recensées en 2022 d'après l'URSSAF. Une radiation intervient lorsque l'entreprise réalise un chiffre d'affaires nul pendant 24 mois consécutifs ou lorsque l'auto-entrepreneur décide de clore son activité. Ces chiffres alarmants soulignent l'importance cruciale d'un autre défi majeur, la planification financière. En effet, un auto-entrepreneur ne doit pas uniquement faire progresser ses revenus, mais aussi anticiper les fluctuations en établissant un budget solide et en constituant des fonds d'urgence. Cependant, les récentes crises économiques et géopolitiques ont créé un climat d'incertitude qui complique considérablement cette planification. Jérémy, 34 ans, réalisateur de films d'entreprise, nous partage son expérience. En gros, depuis la guerre en Ukraine, il y a de plus en plus des périodes d'incertitude et on n'arrive pas forcément à identifier pourquoi, comment, quand. C'est-à-dire qu'avant, il y avait vraiment ce truc de tu savais qu'à la rentrée t'allais bosser, à Noël t'allais bosser et tout le printemps t'allais bosser. C'était un peu les 3 périodes où tu savais que ça allait taffer vraiment à un gros rythme. Et là, ces dernières années, 2023, 2024, 2022 aussi, ces périodes n'étaient pas géniales. Et du coup, il y a eu des moments où je gagnais moins de 2000 bruts de chiffre d'affaires. Ces chiffres sont malheureusement représentatifs du secteur. Selon Hiscox, la production audiovisuelle a enregistré le chiffre d'affaires moyen le plus faible en 2023, avec seulement 1 713 €. Mais cette instabilité touche aussi d'autres domaines. Et ce n'est pas le seul obstacle auquel les auto-entrepreneurs doivent faire face. Merci Anastasia pour tes éclaircissements. Comme tu l'as dit, le défi financier n'est pas le seul obstacle auquel les auto-entrepreneurs sont confrontés. Alors Jingwen, quels sont les autres obstacles ? D'autres obstacles, ce sont des démarches administratives qui sont souvent complexes et chronophages et qui peuvent donc représenter un fardeau important. Les déclarations fiscales, les cotisations sociales et le suivi des réglementations sont autant de tâches qui demandent non seulement du temps mais aussi des connaissances spécifiques. Cela peut être décourageant pour ceux qui se lancent sans le soutien professionnel ou d'autres auto-entrepreneurs, notamment chez les auto-entrepreneurs qui décident de lancer leur activité dans un domaine dans lequel ils n'ont que peu voire pas d'expérience. Caroline nous a partagé son expérience à ce sujet. Écoutons-la. Mon activité s'intitulait les thérapies du bien-être. C'était une activité qui était centrée sur la psychothérapie. C'est l'inconnu, donc l'inconnu est toujours quelque chose qui fait peur, bien sûr. Il y a énormément de choses liées à cet inconnu, comme comment s'installer, accueillir une patientèle, ou entre guillemets, plutôt une patientèle, entre guillemets, plutôt une clientèle, comment se faire connaître, etc., etc. Ces témoignages soulignent l'importance d'un bon accompagnement. Sans cela, beaucoup d'auto-entrepreneurs se retrouvent à devoir apprendre les démarches administratives par eux-mêmes. C'est effectivement un défi majeur pour de nombreux auto-entrepreneurs. D'après notre enquête, ce sont surtout les étudiants et les auto-entrepreneurs entre 18 et 25 ans qui rencontrent ces difficultés. Cela ne veut pas dire que les auto-entrepreneurs de plus de 25 ans ne rencontrent aucune difficulté, mais seulement que ce sujet est moins marqué pour cette tranche d'âge, encore plus lorsqu'ils sont diplômés. C'est tout, une pâtissière de 22 ans a également rencontré des difficultés similaires. C'était quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire. La seule fiscalité que je faisais, c'était mes impôts à moi-même. Et donc de là à déclarer, c'était vraiment perturbant. Parce que chaque mois, il faut le faire. L'URSSAF nous envoie un courrier. C'est un courrier qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc c'est pas compréhensible. Il faut chercher partout sur Internet ce que c'est, mais on n'a pas de tuto.
Ce témoignage est frappant. Setou décrit les démarches administratives comme quelque chose de totalement nouveau pour elle. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'elle mentionne le manque de ressources adaptées pour les guider. Et ce n'est que la partie émergée du problème. Bien souvent, la gestion administrative doit être gérée en parallèle des autres responsabilités. Et c'est d'autant plus difficile pour ceux qui doivent jongler avec d'autres engagements, comme un emploi à côté, des études ou des obligations familiales. Pascal, formatrice, a également vécu des défis similaires au début de son parcours. C'était assez intense, puisque comme je vous le disais, moi mon souhait c'était de retrouver du temps pour ma vie de maman, ma nouvelle vie de maman. Sauf qu'au tout début c'était encore pire puisque j'avais mon emploi salarié, ma nouvelle vie de maman, mes premiers clients en auto-entrepreneur. Ça a duré quelques mois, donc c'était une période assez intense. C'est aussi le cas de Setou, qui doit partager son temps quotidien entre ses études et son métier de pâtissière en auto-entreprise. Écoutons-la. Non, je vais pas dire organisation, mais c'est vraiment arriver à rentrer de la fac un peu épuisé et commencer la pâtisserie. Souvent, c'est un peu fatigant. S'il n'y a pas une bonne organisation, on peut très vite se noyer et donc plus de vie sociale. On passe notre journée à l'école et dans la cuisine. C'est en fait, faut vraiment être, on va dire, moi je peux dire ça, pas de la motivation, mais de la discipline. Parce qu'à des moments, on est vraiment fatigué, on n'a pas envie. La seule chose qu'on a envie de faire, c'est vraiment rentrer. Sauf qu'il y a la commande à faire et faut vraiment se forcer. Ces témoignages mettent en lumière les défis considérables auxquels font face les auto-entrepreneurs, en particulier dans la gestion administrative de leur activité. La complexité des tâches administratives qui est combinée à la nécessité de jongler entre différentes responsabilités peut rapidement devenir source de stress ou d'épuisement. Cette situation souligne l'importance cruciale d'une bonne organisation et d'une gestion efficace du temps. Cependant, malgré ces obstacles, certains auto-entrepreneurs parviennent à surmonter ces défis et à pérenniser leur activité. Dans notre prochaine partie, Ce qui fait la différence, nous allons nous intéresser à ces success stories. En effet, les chiffres récents de l'INSEE nous éclairent sur les facteurs qui influencent cette pérennité. L'âge des micro-entrepreneurs joue un rôle crucial dans la survie de leur activité. C'est fascinant. Pouvez-vous nous en dire plus ? Absolument. Selon l'enquête de l'INSEE, seulement 22% des micro-entrepreneurs de moins de 30 ans sont encore actifs 3 ans après leur immatriculation, contre 42% pour ceux âgés de 50 ans ou plus. Et qu'en est-il des tranches d'âge intermédiaires ? L'étude montre que les 30-39 ans ont 1,4 fois plus de chances de maintenir leur activité après 3 ans que leurs cadets, tandis que ce chiffre monte à 1,8 pour les 40 ans et plus. Cette disparité s'explique en partie par le taux de démarrage effectif. 61% des moins de 30 ans lancent réellement leur activité après l'immatriculation, contre 78% pour les 50 ans et plus. C'est intéressant de voir comment l'expérience semble jouer un rôle important, d'autant plus que parmi nos enquêtés, 70% d'entre eux ont moins de 35 ans. Mais l'âge n'est pas le seul facteur ? Effectivement. Tu savais qu'une étude de l'INSEE de 2023 révèle que le temps consacré à l'activité est également déterminant ? 3 ans après leur lancement, 50% de ceux qui s'y consacrent entièrement sont toujours actifs, contre 41% pour ceux qui ont une autre activité rémunérée à côté. Parmi nos enquêtés, 48% d'entre eux ont leur auto-entreprise comme activité principale. Et parmi ces auto-entrepreneurs qui considèrent leur activité comme principale, 57,1% sont pérennes, c'est-à-dire qu'ils ont plus de 30 ans et sont plus susceptibles d'avoir une activité durable, tandis que 42,9% sont non pérennes, c'est-à-dire qu'ils ont moins de 30 ans et donc ont plus de risques d'abandonner leur activité selon les tendances observées par l'INSEE. C'est intéressant. Et l'expérience semble aussi jouer un rôle crucial, n'est-ce pas ? Tout à fait. 50% des entrepreneurs dont l'activité correspond à leur métier principal restent actifs après 3 ans, contre 43% pour ceux qui se reconvertissent, comme Jérémy, réalisateur de films d'entreprise. Pour démarrer sa carrière auto-entrepreneuriale, il s'appuyait sur les entreprises où il avait travaillé en tant que salarié. Et puis, au fur et à mesure de ses expériences, il est arrivé à doubler ses tarifs. Écoutons-le. Vraiment, alors déjà j'avais les 2 boîtes pour lesquelles j'avais travaillé en CDD, CDI, qui m'ont fait appel à moi quelques fois. Ça n'a pas duré très longtemps, mais j'ai dû faire 5-6 missions avec eux. J'avais déjà un premier client plus ou moins régulier avec qui je travaillais au début pour arrondir mes fins de mois, qui lui continuait à m'embaucher.
Et après, vraiment, c'était les réseaux sociaux, Facebook, vraiment, il y a quelques groupes sur Facebook. Il y a l'audiovisuel où il y a beaucoup d'annonces tout le temps. Et du coup, vraiment, ce que je disais, c'est que j'ai bombardé, dès que je voyais une annonce, j'envoyais ma banque démo, mon site, etc. Et après, avec le recul, c'est vrai que ce qui m'a aussi permis de très vite marcher, c'est qu'à l'époque, je faisais des tarifs très bas, en vérité, qui ne sont pas ceux du marché, je le savais, mais avec le recul, je me rends compte que j'étais vraiment très bas, et mine de rien, ça m'a permis vite parce qu'en fait, t'as beaucoup de boîtes, ils attendent pas forcément le mec le meilleur du monde, mais ils coûtent des gens pas chers, junior, quoi. Ça, mine de rien, ça m'a pas mal aidé. Après, là, en fait, dans toutes les boîtes pour lesquelles j'ai bossé, je pense que 80% ne me prend plus, au jour d'aujourd'hui par rapport à mes débuts, parce qu'en fait, j'ai quasiment doublé mon tarif. L'accompagnement et la formation semblent également être des facteurs clés de succès. Absolument. Écoutons Myriam, consultante en communication, qui nous parle de l'importance du mentorat dans son parcours. D'avoir un mentor pour parler et évoquer mon quotidien régulièrement, être aiguillé sur mes choix et décisions, et surtout être conseillé, avoir un mentor qui a atteint un niveau de réussite et de succès, qui pourra me donner des conseils sur mon cheminement, tu vois. C'est toujours, quand une personne a réussi, elle peut te dire quel chemin prendre pour arriver là où elle est arrivée, tu vois. Même si on est tous un peu différents, mais ça aide quand même. Pour de nombreux auto-entrepreneurs, l'intégration à des réseaux d'entraide s'est également avérée cruciale dans le développement de leur activité. Ces réseaux prennent diverses formes, des espaces de coworking aux groupes en ligne, en passant par les associations locales. Geoffroy témoigne. Après, je fais beaucoup tout ce qui est gratuit, tous les réseaux gratuits qu'il peut y avoir dans différentes régions. J'essaie d'aller à des événements, des cocktails, des soirées, réseautage. Les anciens élèves de mon école, il y a aussi les thématiques ressources humaines, il y a des réseaux ressources humaines, donc ils organisent ces événements régulièrement. Donc oui, je traîne un peu dans cet univers de coworking. Souvent, il y a les coworking où les gens viennent travailler, et puis parfois les coworking deviennent aussi un peu incubateurs, où il y a des programmes spécifiques pour essayer de booster votre développement. Ces témoignages illustrent parfaitement les avantages du réseautage pour les auto-entrepreneurs. En effet, selon une étude récente, en moyenne 25% du chiffre d'affaires d'une très petite entreprise provient de son réseau direct, et cela peut atteindre jusqu'à 70% chez les travailleurs indépendants. Mais au-delà du réseautage, certains auto-entrepreneurs ont trouvé un soutien précieux auprès d'organismes spécialisés pour gérer les aspects administratifs de leur activité. Jérémy témoigne de son expérience avec la Chambre de commerce et de l'industrie. Une fois que l'activité était vraiment lancée, j'ai eu un peu plus de difficultés pour des questions administratives notamment. Comme j'ai eu assez vite un chiffre d'affaires important, j'ai eu le statut de TVA, donc j'ai dû passer en TTC. Et aussi à un moment j'ai déménagé moi en perso, et en fait c'était hyper compliqué juste de dire mon entreprise elle part de tel endroit, elle arrive dans un autre. Du coup j'ai préféré passer par la CCI. Il ne faut pas oublier non plus l'importance des aides de l'État, comme l'ACRE, c'est-à-dire l'aide à la création et à la reprise d'une entreprise. Un dispositif qui permet une exonération de 50% des charges sociales pour les 12 premiers mois d'une activité. D'après l'INSEE, la pérennité est plus élevée quand l'auto-entrepreneur a bénéficié d'au moins un de ces dispositifs à la création d'entreprise. 48% contre 44%. Les dispositifs les plus utilisés étant l'ACRE et l'ARS. L'ARS, c'est l'aide à la reprise et à la création d'entreprises qui permet une exonération de 60% de cotisations sociales, sachant que le montant des cotisations sociales varie selon la nature de l'activité exercée. Cependant, ces aides sont conditionnées. Pour y prétendre, il faut être dans une situation spécifique. Par exemple, il faut être âgé entre 18 et 25 ans, il faut bénéficier du revenu de solidarité active, RSA, ou encore être demandeur d'emploi non indemnisé au cours des 6 derniers mois sur les derniers 18 mois. Ce qui explique qu'en juin 2024, plus de 300 000 micro-entrepreneurs bénéficiaient de l'ACRE en France. Voici le témoignage de Marwan. Quand on vient de créer l'entreprise, au lieu par exemple d'être taxé à 25%, on va être taxé 50% moins cher, donc à 12,5. Mais c'est disponible qu'un an. C'est-à-dire que c'est la première année. Voilà, toutes les déclarations seront taxées à seulement la moitié de la taxe habituelle. Ces différentes formes de soutien, qu'il s'agisse de réseaux d'entraide ou d'accompagnement administratif, jouent un rôle crucial dans la réussite des auto-entrepreneurs. Elles leur permettent de surmonter l'isolement, d'accéder à des conseils précieux, de développer leur clientèle
et de gérer plus efficacement les aspects complexes de leur activité. Nous arrivons à la fin de notre 2e épisode de l'émission Mind Your Business, consacrée à l'auto-entrepreneuriat en France. Nous avons exploré 3 aspects essentiels, la stabilité financière, la gestion administrative et les facteurs qui font la différence. Et ce qu'on retient, c'est que réussir en tant qu'auto-entrepreneur demande de l'organisation, de la formation et un bon réseau. Merci à nos invités pour leurs témoignages inspirants et merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt pour un nouvel épisode.